aujourd'hui un thème qui nous tient à court, la beauté naturelle et le glow intérieur. Et donc, je suis Naomi, passionnée spécialiste de thé japonais et de qualité authentique. Et je propose des matchas et d'autres types de thé japonais, surtout monovariétés, donc cultivés par un seul producteur au Japon, avec un engagement fort pour l'excellence et la tradition. Et donc aujourd'hui, je suis ravie d'être accompagnée de deux femmes inspirantes. Camille, biologiste de la peau, dermonutritionniste, qui va vous parler du lien entre alimentation et peau et de la beauté anti-âge. Et Sylvie est professeure de yoga qui partagera des gestes simples pour un lifting naturel et un glow quotidien. Donc ensemble, on va explorer comment prendre soin de soi et de l'intérieur comme de l'extérieur, avec des rituels simples et efficaces et doux pour le corps. Comment ça va? Très bien. Ouais, très bien. Je suis très contente pour ce live. Merci beaucoup pour vous deux déjà. Et Avec plaisir. je pense que le sujet qui parle beaucoup pour tout le monde. Peut-être on peut commencer par du coup avec la peau, sur la peau avec Camille. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement le lien entre alimentation et beauté de la peau? Oui, alors, moi, ce que j'aime bien expliquer dans un premier pour qu'on comprenne pourquoi l'alimentation agit sur la peau, c'est de parler des carences. Parce qu'en fait, souvent, on observe le lien quand on est carencé. Par exemple, si on a une carence en vitamine C, on va avoir des rides prématurées, un teint plus terne. Si on a des carences en B12 ou en fer, ça va se lire aussi à travers le teint, parce que fer, anémie, microcirculation. Si on a des carences en antioxydants, pareil, on aura un vieillissement prématuré, accéléré. Carence en oméga 3, on peut avoir des dermatoses inflammatoires comme acné ou eczéma qui vont s'intensifier. Donc, ce lien est très concrètement exposé par nos carences. Et c'est d'autant plus concret qu'on sait qu'en fait, la circulation sanguine va jusqu'au derme en fait. Donc elle amène des nutriments jusqu'au derme. Et le Mhm. derme, c'est le lieu de la peau où vont se régénérer les cellules en environ 4 semaines, 28 jours. Un peu plus rapidement si on a des pathologies comme le psoriasis et plus lentement en vieillissant. Mais en tout cas, d'avoir cette notion que le sang arrive jusqu'au derme, donc amène les nutriments jusqu'au derme, là où se forment les cellules, ça aide à poser un petit peu le terrain de la dermonutrition et de son importance. D'accord. Et après, par exemple, moi, je vends des thés japonais, puis je suis spécialiste plutôt de thé japonais. Et est-ce que vous, tous les deux, vous consommez, par exemple, le matcha qui est actuellement à la mode, mais en même temps, voilà, ça vous parle super aliment maintenant dans le monde entier. Et est-ce que vous consommez ce type de boisson? T'inquiète pas, je répondrai après. Le live, on ne sait jamais qui répond la première. C'est ça. Ouais. Oui, 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 bah, le thé, j'en ai un d'ailleurs, juste avec moi, Ah, très bien. que je consomme. Moi, j'adore le gain matcha, ce Oui. côté un peu régrillé. Ce qui est intéressant avec le thé japonais, le thé vert, c'est que ça contient des EGCG, qui sont des polyphénols issus du thé et qui vont jouer un superbe rôle d'antioxydant qui est notamment plus important que les myrtilles, par exemple, qui sont déjà des super antioxydants. Et ce que je dis là, c'est pas dans le vent, ça a été prouvé par ce qu'on appelle un test ORAC, hein, qui permet de prouver la capacité antioxydante d'un aliment. Et ça se mesure avec des systèmes de fluorescence, mais on sait que le thé vert, par exemple, notamment le thé matcha, c'est de mémoire une trentaine de fois plus antioxydant que la myrtille, qui est quand même connue comme un aliment très antioxydant. Donc oui, très intéressant. Petite parenthèse tout de même, le thé, comme le café néanmoins, il faut le consommer à 1 heure des repas. C'est très intéressant pour ses propriétés antioxydantes, mais ça se lie à des minéraux. Les polyphénols du thé se lient à des minéraux comme par exemple le magnésium, le fer, le calcium, ce qui va rendre ces minéraux non absorbables. Donc le thé, c'est un merveilleux super aliment à consommer le matin ou l'après-midi par exemple, mais à bien espacer des repas pour garantir l'absorption de ces minéraux dont on a besoin pour la santé et la peau. D'accord. Et vous, Sylvie?
du coup. Oui, alors moi aussi, je suis une grande consommatrice de thé vert japonais, alors matcha et autres thés japonais depuis très longtemps. Je n'ai jamais aimé le goût du café, donc ça n'a pas été une boisson finalement vers laquelle je me suis tournée même en tant que jeune adulte. Et alors, en termes de gustatif, j'adore le goût herbacé, très vert finalement des thés japonais, que je trouve absolument délicieuse. Alors, comme le disait Camille, moi c'est vrai que j'avais pas eu cette information sur le fait qu'il fallait ne pas le boire que j'ai eu plus récemment. Donc auparavant c'était une boisson que je prenais en général au petit déjeuner avec d'autres choses. Maintenant j'essaye de faire attention, sauf quand je ne peux pas et dans ce cas-là je prends tout en même temps. Mais oui, oui, je suis une très grande consommatrice et j'invite chaleureusement mes élèves à essayer petit à petit finalement de se tourner plutôt vers le matcha que vers le café lorsqu'elles ont besoin d'avoir cette sensation d'une stimulation, parce que je trouve que le matcha est une boisson qui par ailleurs est extrêmement stimulante aussi, mais qui n'a pas du tout les désagréments que peut avoir le café, notamment sur certains terrains sensibles. Donc, à titre personnel, je suis une grande consommatrice et je trouve, Naomi, que les thés que tu proposes sont absolument extraordinaires et que ton matcha, notamment, a vraiment, notamment pour les personnes qui ont peur de l'amertume, c'est très, voilà, il y a plein de matchas différents. En C'est vrai. fait, une fois qu'on commence à rentrer dans l'univers du matcha et que tous les matchas ne se valent pas et n'ont pas le même goût, et qu'on peut avoir à la fois ce côté herbacé et en même temps une immense douceur en bouche quand on le boit. Mm. C'est vrai que le matcha, justement, comme c'est à la mode actuellement, il y en a partout. On peut trouver un peu partout, même dans le supermarché, même voilà la boutique en ligne, un peu partout. Mais le matcha, le même, il n'y a pas de l'appellation contrôlée comme le champagne, on dirait. Et donc vraiment, n'importe quelle poudre, on peut dire le matcha. Donc même si la poudre à violet, on peut dire matcha également. Et donc justement, il faut vraiment faire attention quand on choisit le bon matcha, justement, le vrai matcha. Mm. Et pour rebondir, Naomi, sur votre point, en fait, quand on choisit un matcha de mauvaise Oui. qualité, en fait, on va diminuer aussi ce rapport au RAC, hein, c'est-à-dire cette capacité antioxydante. Donc, d'où l'intérêt d'aller vers un vrai bon thé de qualité qui garantira cette puissance antioxydante. Et pour avoir longuement discuté avec vous et longuement échangé avec vous sur les dossiers de qualité, d'efficacité, sur le sourcing, je suis entièrement Sylvie. Les thés que vous proposez sont de très bonne qualité. Merci beaucoup. Et du coup, Camille, quels sont les aliments glos, par exemple, que tu recommandes au quotidien avec Alors, le matcha ou voilà. c'est vrai que c'est souvent une grande question. Alors moi, j'aime pas trop parler de super aliments parce qu'en fait, ce qui crée une jolie peau par la dermonutrition, c'est l'ensemble de l'alimentation. Et toujours avoir en tête aussi que la dose fait le poison. Donc tout ce qui est pris en excès est un poison. Tout ce qui est pris à juste dose est OK, même si on prend de temps en temps un Snickers, une pâtisserie, c'est OK de temps en temps. Mais en tout cas, la dose fait le poison. C'est le pilier, en tout cas, de toute méthode alimentaire et nutritionnelle. Pour la peau, on va d'abord commencer par le socle, ce que j'appelle l'assiette peau. C'est un acronyme que j'ai imaginé pour réussir à guider un petit peu les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire protéines, d'abord dans un premier lieu, P, peau, protéines, parce que ça va aider à structurer toutes ces protéines, le collagène, l'élastine. C'est vraiment les briques, si vous voulez, de la peau, les protéines. Donc, il faut choisir d'abord des bonnes protéines de qualité, et souvent les femmes, parce que je sais que vous êtes suivies par beaucoup de femmes respectivement, si c'est une majorité ou ou 100%, les femmes souvent mangent très peu protéinées. Donc il faut vraiment aller vers une alimentation protéinée, mettre des protéines à tous les repas, c'est très important. Ensuite, il y a le E de l'acronyme PO, donc eau, tout ce qui est boisson liquide. Alors on a le thé par exemple qu'on peut prendre entre les repas, surtout pas au moment du repas, mais très intéressant pour justement cette capacité antioxydante. Moi j'aime parler de boisson augmentée quand on parle de thé matcha par exemple, c'est une boisson, c'est une super boisson très intéressante pour la peau à distance des repas. Ensuite, on va avoir le A, acide gras oméga 3, parce qu'aujourd'hui, on surconsomme les oméga 6 inflammatoires et on sous-consomme les oméga 3 anti-inflammatoires. Donc, c'est un pense-bête pour se dire à chaque assiette, est-ce que j'ai une source d'oméga 3, petits poissons gras, et pas les gros poissons gras type thon ou saumon qui sont très pollués, et des huiles végétales de type A, avec des oméga 3 type ALA qui sont précurseurs, donc qui ne suffisent pas, mais en tout cas qui font partie de ce panier d'oméga 3
quotidien, donc huile de noix, huile de lin, huile de colza de bonne qualité, pressée à froid, à bien conserver au frigo. Et enfin le U de l'acronyme PO pour ultra coloré. Et là, on y va avec un maximum de couleurs dans l'assiette, beaucoup d'antioxydants, de fruits et légumes. On dit qu'il faut mettre l'arc-en-ciel dans l'assiette parce qu'en fait, chaque couleur correspond à une catégorie d'antioxydants. Par exemple, le rouge, ça va être le lycopène, l'orange, le bêta-carotène, tout ce qui est bleu-violet, anthocyanes, etc., etc., vert, chlorophylle. Donc, il s'agit d'aller vraiment mettre un maximum de couleurs et avec ce socle alimentaire, ensuite, on peut jouer avec ce qu'on appelle des super aliments, même si j'aime pas du tout le terme, mais aller chercher du thé matcha de bonne qualité à boire entre les repas. On peut aller chercher de la coenzyme Q10, du collagène, des micronutriments adaptés à son type de peau, à ses problématiques. Donc, la complémentation qui peut aider et être un coup de main. Mais en tout cas, le socle, c'est vraiment l'assiette. Après, qu'est-ce qu'on va voir comme super aliment? Encore une fois, je déteste ce terme. Je l'emploie parce que c'est ce qui parle aux gens, mais le curcuma va être très intéressant parce que très chargé en curcuminoïdes qui sont des anti-inflammatoires et antioxydants très précieux. Donc, le thé matcha, le curcuma sont des super aliments, les myrtilles, parce qu'un indice glycémique bas. Mais encore une fois, tout à modérer. Ne pas partir dans des cures extrêmes en prenant beaucoup d'un aliment. C'est valable pour les meilleurs aliments du monde. On reste sur un apport modéré. Parce que quand on se met à surconsommer un aliment mis, si on surconsomme des brocolis, si on surconsomme des choses qui paraissent très bonnes, en fait, on va se charger en éléments qui finissent par être nocifs en quantité. Donc, encore une fois, équilibre et la dose fait le poison. D'accord. Bon, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et vous, comment vous consommez le matcha en général? C'est plutôt le matcha traditionnel ou avec du lait ou est-ce qu'il y a quel type de préparation est bien ou voilà. Est-ce qu'il y a un conseil pour cela? Alors, pour le matcha, ce qui est sûr, c'est que moi, pour la peau, je parle de ma paroisse évidemment. Moi, je déconseille tout ce qui est produits laitiers animaux qui ont été déjà corrélés à de nombreux problèmes de peau. On sait qu'aujourd'hui, le lait animal est délétère dans certains cas, notamment eczéma, acné. On sait que ça joue sur les cascades inflammatoires en poussant un petit peu l'IGF-1 qui est l'hormone de croissance, l'insuline, et que ça provoque des désordres cutanés. Donc, les laits animaux, on oublie, on essaye d'oublier. Encore une fois, si on en prend un verre par semaine, aucune peau ni personne ne va mourir d'un verre de lait par semaine, mais essayer d'éviter, aller plutôt vers des laits végétaux. Il y a des recherches assez récentes qui incitent à éviter un petit peu tout ce qui est lait d'amande pour les oxalates qui viennent charger un peu l'organisme. Aujourd'hui, on mange très végétal, on peut charger un petit peu son corps en oxalates. C'est très récent, cette information. Donc, limiter peut-être un peu tout ce qui est lait d'amande, aller plutôt vers des laits d'avoine, par exemple des laits de riz, des laits de soja avec parcimonie. Le soja joue sur l'équilibre hormonal, donc on y va avec pareil, encore une fois, la dose fait le poison. On y va tranquillement sur le soja, de manière générale. Et moi, j'aime avec de l'eau, tout simplement, en fait. De l'eau filtrée, idéalement. C'est l'idéal, mais de l'eau tout court, bouillie, en tout cas, à juste température. Et là, c'est vous qui êtes experte, Naomi. Ça fait un très bon matcha. Moi, je prends mon gain matcha qui est ici, dans de l'eau, tout simplement. Et c'est un plaisir. Le goût est exceptionnel. À titre personnel, moi, j'ai du mal à rajouter même des laits végétaux dedans parce que je trouve que le goût est tellement pur, brut, végétal, comme le disait Sylvie, et intéressant qu'on a envie d'avoir ce goût. C'est comme un bon vin, ce serait dommage de le diluer avec autre chose. C'est vrai. Ouais, chez nous, oui, c'est vrai que nous, on prépare le matcha avec de l'eau normale, juste de l'eau à 80 degrés. Donc la température est respectée. Et avec le fouet, bambou, pour avoir de la mousse. Et on dit que c'est la mousse qui enlève l'amertume. C'est pour ça, justement, on fouettait pour avoir de la mousse. Voilà. Donc merci beaucoup. Et donc en plus de ce que l'on mange, justement, les gestes du quotidien jouent un rôle clé. Et donc et le visage et lui aussi. Donc a besoin d'attention et puis de mouvement, de circulation. Donc c'est la experte de professeur de yoga, Sylvie. Justement, j'aimerais bien te demander une question. Peux-tu nous montrer un ou deux gestes simples pour stimuler l'éclat du visage? Je vais revenir sur ce que disait Camille, en fait, finalement, sur la structure. En fait, finalement, quand on pratique le yoga du visage, on essaye, comme Camille dans l'alimentation, de s'occuper des différentes couches de la peau. Donc, on a le muscle, au-dessus, on a le derme, et encore au-dessus, on a l'épiderme. Et ces trois couches sont à la fois, bien sûr, interreliées, mais ont aussi des besoins spécifiques que la gestuelle de yoga du visage va chercher à combler. Donc, en termes de muscles, nous avons un très important maillage musculaire sur le visage entre le sommet de la tête et la base du cou, puisqu'on a
entre 50 et 60 muscles selon les décompositions que l'on fait. Et ces muscles, eh bien, nous les activons au quotidien, notamment lorsque nous mangeons. Et l'importance de la mastication aussi, je pense que Camille sera d'accord que mastiquer est essentiel pour avoir une bonne digestion et même pour la mobilisation des muscles du visage est une partie extrêmement importante qui sont les muscles de la mastication. C'est très précieux et notamment l'équilibre dans la mastication. C'est vrai que le yoga du visage, c'est quelque chose que l'on fait en plus dans la salle de bain au travers de mouvements spécifiques, mais se dire le plus important finalement, c'est ce que l'on fait en continu dans la journée, au travers de nos expressions quotidiennes, de notre posture corporelle, de la façon dont nous mangeons, qui vont avoir le plus d'impact parce que les 5 minutes par jour dans la salle de bain, c'est bien, mais ce que nous faisons en continu au cours de la journée est essentiel et je ne peux que aller dans le sens de Camille. C'est vrai que avant même de commencer le yoga du visage, se dire déjà comment est-ce qu'on mange et comment est-ce que l'on nourrit sa peau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a aussi cette tendance au-delà de la gestuelle à aller vers beaucoup de produits cosmétiques, mais se dire que notre peau est un organe, elle se nourrit bien plus de ce que l'on met dans notre bouche que de ce que l'on pose sur elle. Donc la cosmétique, c'est très agréable. Moi, j'adore ça, les textures, etc. Mais se dire, si on a une mauvaise alimentation et notamment très inflammatoire, eh bien, on aura beau utiliser les meilleures marques de produits, les plus coûteuses qui soient, finalement, notre peau sera en souffrance et elle ne fera que refléter cette souffrance à l'extérieur. Et donc au-delà de ça, finalement, dans ces gestes, on a les muscles qui sont le maillage le plus profond au niveau de la peau. Et ce qui va beaucoup jouer sur l'évolution de notre visage à travers le temps, ce sont nos tensions musculaires. On est dans un monde où on est globalement très stressé et où on se tient très mal parce qu'on est beaucoup sur les écrans. Et donc souvent, quand on se regarde de profil, eh bien, on a les épaules qui sont très arrondies vers l'avant et la tête qui est très penchée, ce qui contribue à avoir énormément de tension dans les trapèzes, des tensions dans la nuque et qui va vraiment favoriser l'affaissement des traits du visage vers le bas. Donc la première chose finalement, quand on s'intéresse aux méthodes naturelles pour avancer harmonieusement dans le temps, notamment au niveau du visage, c'est de reprendre une bonne posture corporelle. Alors dans les traditions japonaises, on parle beaucoup finalement de tout ce qui se passe au niveau du ventre et ça fait aussi le lien finalement, c'est très intéressant je trouve, cette magie finalement qu'est le corps avec plein de sagesse et de science qui semblent porter sur finalement des parties disjointes et qui se rejoignent toutes finalement après lorsque l'on cherche à être en équilibre. Et donc, pour avoir une bonne posture au niveau des épaules, il est important d'avoir une bonne posture au niveau du bassin, ce qui va d'ailleurs permettre aussi d'avoir une meilleure digestion et donc d'éviter finalement d'être trop cambré. Alors on ne cherche pas à éliminer complètement la courbure, bien sûr, au niveau du bas du dos, mais d'avoir une très légère rétroversion pour avoir un sacrum qui puisse, que l'on soit en position assise ou debout, se rapprocher d'une certaine verticalité. Et à partir de là, comme on a une stabilité et une force au niveau du ventre, on va pouvoir automatiquement relâcher une forme de tension au niveau des épaules et ensuite on essaye au maximum de se redresser. Alors quand on est devant l'écran, c'est très compliqué, mais lorsque l'on marche dans la rue, lorsque l'on prend les transports, lorsque l'on parle aux autres, lorsque l'on mange aussi, on essaye d'éviter finalement, moi je vois ma fille que tu connais Naomi, du coup les adolescents, on se dit la façon dont ils se tiennent. J'ai une amie qui me disait, mais je disais à mon fils, on dirait un petit vieux. Une amie franco-japonaise, elle me dit, mais on dirait un petit vieux en fait. Tellement ils sont recourbés. Et d'ailleurs, on voit apparaître très tôt aujourd'hui chez les adolescents des doubles mentons, justement à cause de leur mauvaise posture. Donc, le premier geste beauté à avoir, c'est d'essayer vraiment de se redresser. On a la chance en tant qu'être humain d'avoir une posture verticale. Donc, ne la sabotons pas. Essayons vraiment de retrouver toute cette hauteur en sachant en plus que, paraît-il, on perd à peu près 1 centimètre de taille par décennie à partir de 40 ans. Parce que l'on se tasse énormément et qu'on perd justement de cette capacité de maintien musculaire. Au début, quand on se redresse, ça semble extrêmement compliqué. On dit, oh là là, mais je sens que c'est pas du tout naturel. Ça me demande énormément d'efforts. Et puis, plus on y pense régulièrement, plus le corps, dans son immense bonne disposition à notre égard, a la capacité de se redresser. Donc ça, c'est la première chose, vraiment, la posture au niveau du corps qui va beaucoup jouer sur le visage. Ensuite, en yoga du visage, effectivement, on va venir travailler sur la masse musculaire. Comme on l'a dit, elle est soumise à 2 grandes influences, un excès de tension d'une part, et puis du relâchement. Avec le temps, naturellement, il y a des muscles qui vont se relâcher, et lorsqu'on regarde la musculature, notamment au niveau du bas du visage, elle a une forme de fleur. La bouche est au centre de la fleur, et tout autour de ce centre, on a des muscles comme ça en pétales.
Alors, dans ces muscles, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, même si tout est juste, mais la bonne nouvelle, c'est que les pétales supérieurs sont constitués de muscles élévateurs. Donc, comme leur nom l'indique, des muscles qui, quand nous les mobilisons, ont la capacité de remonter les traits du visage. La bonne nouvelle, c'est que l'élévateur principal, cela ne vous surprendra pas parce que ça se voit immédiatement, c'est le muscle du grand sourire. Et effectivement, quand on fait un grand sourire, que se passe-t-il? On a des jolies pommettes, la bouche s'étire, donc les petites ridules du contour de la bouche qui ont tendance à faire doucement leur apparition à partir de 40-45 ans automatiquement sont effacées. Et autre évolution très importante, les commissures qui remontent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'est souvent dit en yoga du visage. Ah là là, ce que je supporte le moins dans mon visage à travers le temps, c'est cette sensation de la bouche triste avec les commissures qui sont tirées vers le bas. Donc, sourire au maximum au quotidien, c'est à part entière un exercice de yoga du visage qui va avoir le maximum d'effet et qui donne d'ailleurs beaucoup de lumière finalement au visage. Et donc, on a un petit exercice un tout petit peu aménagé en yoga du visage pour aller plus loin, qui s'appelle le sourire enroulé. Alors, pour faire le sourire enroulé, la première étape, c'est de poser les mains, comme ça, tranche des index de chaque côté des oreilles, et de venir doucement étirer le visage vers l'extérieur. Ça, c'est en général ce à quoi on aimerait ressembler. Souvent, mes élèves, quand elles viennent me voir, elles me disent « ce que je voudrais, c'est ça ». Alors, et donc ça, c'est la première étape. Là, on est encore joli. Après, on le sera moins pendant l'exercice, mais on le sera plus après. Donc, première étape, on étire les côtés du visage. Deuxième étape, on va enrouler les lèvres autour des dents. Parfait. Et en troisième étape, on sourit, mais en gardant les lèvres enroulées. C'est pas facile. Oui, au début, ça fait un stretch assez important. Mais tu le fais très bien, oui, c'est parfait. Donc là, on sent les pommettes qui se contractent. L'avantage, c'est que quand on fait cet exercice, on fait aussi un grand étirement du muscle qui est là, qui s'appelle, contrairement à l'élévateur, abaisseur de l'angle de la bouche. Et donc justement, quand ces muscles abaisseurs sont excessivement contractés, on voit effectivement les traits du visage qui tombent et ils sont très solidaires de notre trapèze et de notre nuque, d'où l'importance de bien se tenir. Donc on va faire notre sourire enroulé, on va le tenir 5 respirations et puis ensuite on va laisser la bouche se déployer doucement comme une petite fleur et on va retirer les mains. C'est parti. La bouche revient doucement, c'était parfait les filles, super. Et on retire les mains. L'avantage aussi, c'est que ça vient bien détendre la bouche. En fait, on a beaucoup de tension dans la bouche, on fait beaucoup de choses avec notre bouche. Elle est souvent contractée au-delà de ce dont on a conscience. Et donc là, on lui offre vraiment un grand étirement. À faire à volonté, c'est l'antidote aux commissures tristes, aux commissures tombantes et aux pommettes qui perdent du tonus avec le temps. Autre chose que je voulais vous proposer aujourd'hui, alors bien sûr, il y a dans les pratiques de yoga du visage des immenses mallettes comme en matière de conseils nutritionnels. Le champ des possibles est très très vaste, mais je voulais vous proposer 2 pratiques aujourd'hui très faciles au quotidien. La deuxième va plus être basée sur la détente, notamment donc des muscles de la mastication, ainsi que des muscles temporaux, parce qu'aujourd'hui, sous l'effet du stress notamment, on est très nombreux à avoir des tensions dans la mâchoire. Et quand on est serré ici, que se passe-t-il? Le sillon va se creuser, on a vraiment la sensation d'être entraîné vers le bas. Ça pour le bas, mais en fait au niveau du visage, nous ne mastiquons pas qu'avec les mâchoires, nous mastiquons aussi avec les tempes. En fait, nos muscles temporaux sont également des muscles de la mastication. Et quand on a des tensions dans la mâchoire, eh bien on va avoir une sensation que tout le visage est resserré vers l'intérieur et ça va contribuer aussi finalement à la formation de la ride du lion, à l'impression des tempes qui se creusent et globalement un visage qui est de moins en moins ouvert. Donc on peut détendre en intrabuccal, mais là je ne sais pas si tout le monde est en mesure de faire l'intrabuccal, donc sachez que ça existe. Sinon, on peut faire, et ça c'est très facile même quand on est devant son écran, de faire une petite pause au quotidien, un petit massage de la musculature du contour de l'oreille. Donc on va mettre les doigts en ciseaux, des doigts devant, des doigts derrière, décoller les paumes des joues pour n'exercer aucune pression sur les joues. Par contre, on a une pression très ferme dans les bouts des doigts. Et on va faire des mouvements circulaires pour venir assouplir toute la musculature que nous avons autour de l'oreille. Voilà, très bien. En sachant que nous avons des muscles ici que nous mobilisons
que nous ne mobilisons plus en tant qu'êtres humains. Les animaux ont la capacité de bouger leurs oreilles. Donc ça crée... Et nous, on ne l'a plus, en fait, finalement. Il y a quelques êtres humains qui l'ont gardé, mais nous, on a encore les muscles, mais on a perdu le mouvement. Et donc ça crée beaucoup d'adhérence. Qui bougent leurs oreilles. Il y a des personnes qui bougent leurs oreilles. Absolument. Moi, mon papa s'est bougé ses oreilles, mais moi, j'ai pas hérité. Je n'ai pas hérité de cette compétence. Et donc là, ici, en fait, l'oreille, c'est une zone extrêmement précieuse qui est attachée à tout le visage et qui est une grande zone finalement pour relancer la circulation. Et par rapport à ce que tu disais, Camille, sur notamment les personnes qui ont des terrains inflammatoires, et je te rejoins complètement dans le fait que, en général, l'arrêt complet des produits laitiers animaux a un effet spectaculaire sans être une spécialiste, mais je peux constater que quand les personnes finalement se disent bon bah je vais arrêter de manger mes yaourts tous les jours, etc. et soudainement le terrain inflammatoire est complètement calmé. Et parfois dans une phase de transition, la peau est très enflammée et donc on se dit mais comment est-ce que je peux finalement prendre soin de mon visage alors que il est tellement réactif que dès que je le touche, finalement soit j'ai des boutons, soit j'ai des petits capillaires qui éclatent, etc. Et venir masser le contour de l'oreille et la zone de l'oreille est très précieux parce qu'on va favoriser l'afflux sanguin sur tout le visage sans avoir besoin de toucher la peau directement. Donc ce petit massage en premier, auquel on va rajouter 2 étapes. L'étape suivante, les paumes restent bien décollées des joues, les doigts vont alléger un tout petit peu la pression autour des oreilles et on va venir faire des mouvements de frottement verticaux. Alors avec les... Camille, c'est vrai que du coup... Entre les boucles d'oreilles, moi je suis la mauvaise élève de la classe. Alors attendez, je vais pouvoir réaliser. Et puis, une fois qu'on allège la pression, on va laisser les doigts glisser doucement le long des côtés du cou jusqu'au clavicule. Lorsque l'on passe ici, on passe sur un muscle qui peut être très tendu qui s'appelle le sternocléidomastoïdien, qui est là sur les côtés, et qui par ailleurs est le chemin des ganglions lymphatiques au niveau du cou. Donc on a à la fois un mouvement de détente du muscle, tout en ayant un mouvement aussi pour favoriser la circulation lymphatique. On va recommencer 2 fois nos 3 étapes. On commence par tourner. Puis on frotte. Et ensuite, on descend doucement. Magnifique. Et la dernière fois. Et peut-être sentez-vous que ça crée une sensation de circulation et de légèreté autour de l'oreille. Ça chauffe aussi. Ah oui, moi je me sens très détendue. Je devrais venir plus souvent en live avec vous pour une petite session détente yoga. Oui. On tourne. On frotte. Et on descend douce. Parfait. Et quand on arrive au niveau des clavicules, on va faire des petits pompages pour terminer le processus de circulation de la lymphe. Et donc, quand on fait ce type de mouvement, là, finalement, on agit à la fois musculairement dans notre premier mouvement, mais on agit aussi au niveau du derme, comme l'a évoqué Camille, qui est un tissu extrêmement important dans le processus de vieillissement, puisque c'est vrai qu'avec le temps, notre capacité à produire du collagène diminue, notre élastine est de moins en moins élastique, donc on voit bien que quand on fait des mouvements au niveau de la peau, notamment quand on a des mouvements très appuyés, quand on est jeune, eh bien la peau a une capacité de rebond instantané, et puis avec le temps, le nombre de plis qui se forment lorsque l'on passe le gua sha augmente petit à petit. Et donc là, on se dit finalement, eh bien il est important de prendre soin à la fois, bien sûr, comme le disait Camille, intérieurement, mais aussi dans la gestuelle au niveau de la peau que l'on va adapter. On a parlé des peaux qui sont très enflammées, pour lesquelles on fait attention à ne pas avoir un excès de stimulation locale. Idem pour les peaux matures. On évite aussi parfois d'avoir des mouvements trop appuyés localement parce que comme les fibres sont moins élastiques, elles vont avoir beaucoup moins d'effet de rebond et on va plus travailler finalement sur la musculature périphérique. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui comme 2 petites pratiques toutes simples à intégrer au quotidien. La posture, le petit mouvement pour avoir toujours le sourire sur le visage et un petit mouvement de détente et drainant pour garder le glow. Ah, merci beaucoup. Je suis bien détendue. Moi aussi, je suis détendue pendant 5 minutes. Même alors moi j'ai un ressenti, je vous partage en live mon ressenti au niveau même du ventre. J'ai l'impression que mon ventre s'est décontracté. Alors oui, alors effectivement, il y a des liens très forts entre la mâchoire et le ventre. En fait, et finalement,
De nouveau, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais j'avais échangé avec une personne qui était, disons, qui s'occupait beaucoup du microbiote et des déséquilibres du microbiote et qui me disait souvent, les personnes qui ont des terrains inflammatoires au niveau du ventre serrent les mâchoires. Je Ah, ne sais pas par quel mécanisme. Alors, en médecine chinoise, on a le méridien de l'estomac qui passe ici, le méridien de l'intestin grêle et le méridien du gros intestin qui traverse la zone des joues. Donc, y a-t-il un lien énergétique subtil ou est-ce parce que le corps, finalement, dans sa difficulté de digestion, se met à souffrir et finalement à contracter les mâchoires, mais effectivement, détendre la mâchoire a aussi un impact sur une forme de détente abdominale. tout à fait, bah, je ressentis. Merci Camille pour ce partage. Ah bah, d'ailleurs, j'ai aussi double manchon ici, donc je me sens voilà. Avant, je n'avais pas de ici double manchon, mais petit à petit, je pense que à force à regarder tout le temps des écrans, euh, Oui, ça se voit facilement. c'est alors il faut se redresser au maximum et aussi alors ce qui est important au niveau de la zone sous-mentonnière, c'est la position de la langue à l'intérieur de la bouche. Notre langue doit être en position haute à l'intérieur du palais, à la fois pour nous assurer une bonne respiration et aussi pour finalement avoir une déglutition qui soit efficace et engager correctement la musculature de la zone sous-mentonnière. Donc, quand tu sens même que ça se pèse un peu, viens vraiment presser la langue contre le palais, sans presser sur les dents, mais vraiment verticalement contre le palais. Ça va faire un petit phénomène d'aspiration ici au niveau de la zone sous-mentonnière. Merci beaucoup, je vais pratiquer ça. Alors, du coup, comment intégrer le yoga, de l'automassage, justement, dans une routine beauté, plutôt le soir, plutôt le matin ou... Alors, quand on applique les produits, aujourd'hui, je pense que tout le monde a des routines beauté plus ou moins complexes, mais quasiment tout le monde a vraiment un temps où finalement on va nettoyer le visage, appliquer des produits. Donc c'est vraiment le très bon moment pour ça, puisque on est connecté à son visage. La détente de la mâchoire peut aussi s'intégrer au moment du brossage des dents, notamment lorsqu'on fait tout ce qui est pratique en intrabuccal. Ça s'y prête très bien également. Et puis après, je dirais c'est comme une forme de conscience corporelle que l'on développe petit à petit en écoutant Camille aussi sur sa page Instagram. C'est finalement l'idée, c'est finalement d'avoir besoin de conseils à certains moments, puis après de sentir que le corps prend le relais et que dans son immense sagesse intérieure, on est en mesure de s'affranchir, comme tu disais Camille, et je te remercie de l'avoir dit, sur attention aux excès de toute nature. Bien sûr. Rien n'est bon par nature en quantité illimitée. Et en matière de yoga du visage, c'est pareil. Quelqu'un qui me dirait, je fais 3 heures de yoga du visage par jour, je dirais, c'est beaucoup trop et ça va devenir délétère. Et un exercice de yoga du visage fait en conscience à la bonne dose est excellent. Mal fait dans des quantités vraiment excessives devient toxique. Donc finalement, dans toute cette pratique de yoga du visage, c'est ces moments matin et soir qui durent en général 5 à 6 minutes. On a, surtout quand, voilà, comme tu disais, on est sur un public surtout féminin, de femmes actives, qui ont des enfants éventuellement, qui travaillent, etc. Donc, de toute façon, on est sur des durées limitées dans ce que l'on peut consacrer spécifiquement dans la journée. Et après, c'est une forme de conscience corporelle que l'on développe au quotidien en disant, oh là là, mon Dieu, je suis en train de me tenir comme ça. Ah non. Je vais me redresser. Oula, je suis en train de travailler, je suis super stressée, j'ai mes mâchoires qui sont verrouillées. Ah bah tout simplement, je vais prendre un grand bâillement et je vais permettre de détendre ma mâchoire. Donc je dirais que c'est 5 à 10 minutes par jour dans la salle de bain et après, on continue au quotidien. Je mange mon repas. Est-ce que je vais prendre 3 plats que je vais ingurgiter en 3 minutes ou est-ce que je vais prendre un plat et m'accorder 5 minutes pour le mastiquer longuement et finalement là aussi je fais mon yoga du visage parce que je vais activer toute ma musculature en conscience et ce sera fantastique. Donc c'est presque plus en continu que finalement spécifiquement dans la salle de bain, même si bien sûr ces moments de reconnexion sont très précieux parce que ce sont des moments où on se touche et la peau est nourrie et on s'accorde un petit moment de relaxation et de bien-être. Oui. Et est-ce que vous avez un rituel de matin ou le soir, hein, Camille et Sylvie? Si. Camille, à toi. Je commence, c'est ça? Absolument.
Allez, est-ce que j'ai un rituel? Alors moi, je vais être très sincère et je vais être la femme de la vraie vie. Moi, j'ai des jumeaux de 3 ans. Donc dire que j'ai un rituel à moi dans la salle de bain de plus de 5 minutes serait mensonger. Donc non, la miracle morning du matin, comme beaucoup de femmes, je pense, qui nous regardent, qui nous entourent, n'est pas possible dans mon cas. Je pense que moi, mon rituel, c'est, j'ai la chance d'être lève-tôt et je me lève 10 minutes en général avant mes enfants, juste pour respirer, me faire une boisson, prendre le temps de mettre un peu d'eau sur le visage, un peu d'huile végétale. Ça peut être déjà ce qui change, mais en tout cas, c'est ces 10 minutes qui m'appartiennent. Et après, c'est vrai que je consacre mon temps à mes enfants le matin. Et le soir, par contre, je ne m'assois jamais sur un bon nettoyage de peau, même si j'incite, hein, comme Sylvie, je suis 100% raccord, il faut vraiment minimiser le nombre de produits qu'on met sur sa peau. Par contre, nettoyer le soir, c'est la base. On a toute la pollution, toutes les particules environnementales, la transpiration qui a généré une peau qui a besoin d'en être débarrassée. Donc, on nettoie. Après, un peu d'huile végétale et je pense que mon temps à moi, c'est de ne plus regarder mon téléphone quand je le peux et quand j'y arrive. Parce que c'est très difficile quand on travaille sur le digital. Hmm. Merci. Et Sylvie? Oui. Alors moi, ce qui se passe, c'est que donc je passe. Moi, j'ai une fille, mais qui est plus grande, qui a 13 ans. Donc du coup, les enjeux sont différents. Euh, Disons que oui, je me masse matin et soir quand j'applique les produits. Ça, c'est vrai que ça fait partie des choses que je fais de façon quasi systématique. C'est quelques minutes, mais je prends le temps et comme j'utilise en général des huiles végétales ou des crèmes un petit peu plus complexes. Mais en tout cas, je prends le temps de me masser. Et après, quand je donne des cours de yoga du visage dans la journée, effectivement, de facto, je fais travailler mon visage dans la journée, mais je dirais plus que c'est vraiment, oui, c'est quelques minutes de massage où j'essaye de sentir finalement quel est le besoin que je ressens, de prendre un petit temps d'observation en me disant, ok, comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai des tensions dans la nuque? Est-ce que j'ai des tensions dans la mâchoire? Est-ce que je trouve que ce matin vraiment j'ai les paupières très lourdes? Et donc d'aller piocher finalement dans cette grande boîte à outils que constituent les exercices de yoga du visage pour aller chercher un ou deux exercices que je vais faire le matin. Comme Camille, tous les soirs, je me nettoie le visage impérativement et après, là encore, après avoir appliqué un produit, je rajoute quelques moments voilà, avec des petits points de pression, de massage, etc. Mais des routines qui ne sont pas non plus infinies. Et ce que je fais de temps en temps, c'est que je pose des tapes en fait avant d'aller me coucher. Ça, les tapes, c'est vrai que c'est un peu la panacée pour les mamans pressées parce qu'ils vont travailler toute la nuit pendant qu'on dort. Et ça permet vraiment de travailler à la fois sur la détente musculaire, mais aussi sur la régénération au niveau du fascia, en créant un espace qui va permettre finalement de stimuler les mécanismes de régénération de la peau. Donc là encore, hein, on ne pose pas des tapes tous les soirs parce que la peau a besoin de respirer et que aller se coucher tous les soirs avec des bandes collées sur la peau serait totalement contre-productif. Mais je le fais au moins une fois par semaine de mettre des tapes et l'avantage c'est que je les fais parfois quand je sais que je vais pas avoir une nuit assez longue et que du coup a priori mon visage aura l'air plus fatigué et c'est vrai que ça permet quand on dort avec les tapes d'avoir une impression d'un visage très reposé même si la quantité de sommeil n'a pas été totalement suffisante. D'ailleurs, je regarde ton livre, voilà, avec Naomi Ena, justement, et j'ai acheté le tape et pour mettre ici, et je vais dormir pendant la nuit. Ah bah Et bravo, Naïs, ouais. super. Ça m'a permis justement de effacer, pas effacer, mais un peu calmer le ride ici. Ouais. C'est très efficace. Alors c'est vrai que les effets ne sont pas durables au sens où après dans la journée si on recontracte ça revient, mais c'est vrai qu'on a vraiment une sensation d'étirement et d'ouverture en sachant que la nuit, c'est comme le bruxisme en fait, on serre les dents la nuit donc pendant notre sommeil, les muscles du visage ne sont pas du tout complètement au repos et donc si justement on a des tensions qui se manifestent pendant la nuit, la pause de taille permet vraiment de les désactiver et de nous donner l'impression le matin que le visage est vraiment reposé. Oui, tout à fait. Et quel type de boisson vous consommez le matin ou une alimentation conseillée? Et vous deux, si vous avez une voilà, alimentation ou le boisson conseillée le matin et puis le soir, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou...
Qui commence? Sally, on te laisse commencer. On a pris cette année. Alors, le matin, avec comme moi je petit déjeune, il y a des personnes qui petit déjeunent pas, qui font du jeûne intermittent. Là, le café, le thé, c'est intéressant, c'est à la fois stimulant, mais aussi c'est un shot d'antioxydants dès le matin, c'est assez puissant. En revanche, moi je petit déjeune, donc comme j'exprimais, je peux pas coller le thé ou le café à ce moment-là. Donc moi j'aime bien des infusions de plantes, par exemple, de camomille tout simplement, ou alors juste un grand verre d'eau que j'augmente parfois un petit peu avec quelques gouttes de chlorophylle. J'aime beaucoup la chlorophylle en pipette, par exemple la chlorophylle d'alfalfa ou du jus d'herbe de blé. Je me fais souvent quand j'ai un petit peu plus de temps le matin, je me fais des smoothies avec par exemple du jus de carotte, du curcuma, un petit peu de jus d'orange, tout pressé évidemment maison à l'extracteur. Mais en tout cas, voilà, le thé je le prends plutôt ou le café plutôt quand j'arrive au bureau, donc une heure et demie après. C'est vrai que moi j'aime beaucoup le café, que j'ai appris un petit peu diminuer au profit du thé, qui je trouve génère, c'est un ressenti parce qu'aucune étude scientifique me permet de dire ça, mais génère une énergie je trouve plus douce et plus durable. Le café est une boisson que je trouve intéressante quand elle est prise, quand on a besoin d'un vrai coup de fouet immédiat. Par exemple, si on a eu une nuit blanche ou qu'on est vraiment crevé, moi je sais que le café me fait du bien. Il y a un côté un peu booster que je recherche. Par contre, si je veux une énergie durable dans la journée, ce qui est de plus en plus mon besoin actuellement, à la fois en tant que professionnelle, mais en tant que maman aussi, le thé et notamment les thés matcha et gain matcha que j'ai découvert finalement assez récemment, ce qui est plutôt un comble pour une dermonutritionniste, mais ça fait moins d'un an que j'ai essayé, m'apporte vraiment une énergie assez durable que j'apprécie. Mais voilà, je l'espace toujours d'une heure de mon petit déjeuner. Est-ce qu'il y a d'autres boissons auxquelles je pense intéressant aussi de mettre, alors boissons, c'est plutôt des boissons augmentées, hein, mais tout ce qui va être kombucha, plutôt non sucré, parce que le kombucha est issu d'une fermentation bactérienne, donc il y a forcément du sucre pour générer la fermentation, mais certains fabricants vont rajouter du sucre. C'est intéressant, c'est fermenté, ça va donc permettre de prendre soin de son microbiote intestinal, ce qui est hyper intéressant. On peut aussi prendre des prébiotiques en poudre qu'on met par exemple dans de l'eau. Aujourd'hui, on a tendance à surconsommer aussi en complémentation les probiotiques parce que c'est ce qu'on connaît un peu intuitivement pour prendre soin de son microbiote. Mais en fait, j'aime bien l'image souvent, c'est comme si on achetait un chien, donc les bonnes bactéries, mais pas les croquettes, que sont les prébiotiques. Et en fait, les prébiotiques, on en a dans l'alimentation, dans les bananes, l'ail et l'oignon par exemple, mais on en sous-consomme aussi un peu, enfin on n'en consomme pas assez. Donc de faire des cures de temps en temps de prébiotiques, ça existe sous forme de sachet poudre par exemple, c'est très intéressant le matin quand on se lève, ça permet de bien nourrir ce microbiote qu'on cherche à conserver, préserver et équilibrer. Il y a 1000 autres boissons, mais j'en ai cité quelques-unes. C'est déjà pas mal. Ah, Sylvie, maintenant. Mais d'ailleurs, si tu aimes bien le goût du café, il y a une infusion qui s'appelle le mugicha chez nous, une infusion d'orge grillée. Il y a une voilà, similarité du goût du café, mais on dirait un peu café allongé, très très légère. Et Voilà. j'adore les gros cafés dilués type americano, pas du tout les petits espressos, mais c'est très intéressant parce qu'en effet j'ai du mal à me passer du café. C'est une boisson que je conserve au quotidien en alternance avec le thé, mais c'est vrai que c'est une boisson plaisir pour moi. Mais c'est une énergie qui est un petit peu plus intense et courte que le thé. Oui. Dans mon ressenti et pas d'un point de vue scientifique. Mais une infusion, c'est vrai qu'il n'y a pas de coup de boost comme le matcha. C'est que ça reste quand même une infusion, donc il n'y a pas de caféine ni théine. Très intéressant. Ouais, Mais mais une boisson du repas ou du petit déjeuner, c'est oui, très c'est ça. intéressant ce que vous proposez. C'est ça. Donc si quelqu'un qui aime le café, mais qui n'aime pas le goût de matcha et à passer, dans ce cas-là, ça pourrait être une alternative de matcha ou le café justement. Ça s'appelle Mugicha. Merci pour le partage. Je retiens. Merci. Alors, à Sylvie? Alors, moi, je démarre la journée avec de l'eau, en général, finalement, au petit déjeuner aussi. Et selon les températures extérieures, soit je prends de l'eau, disons, chaude, légèrement chauffée en hiver, parce que j'ai un tempérament à avoir plutôt froid. Donc, c'est vrai que boire un verre d'eau froide le matin quand il fait froid dehors, j'ai vraiment tendance à me glacer complètement. Donc, je bois de l'eau chaude en hiver, automne, et de l'eau à température ambiante après, en printemps, été. Et puis, après, en général, en milieu de matinée, je me fais un thé, soit sencha, soit matcha.
comme Camille, en fait, moi, c'est vrai que j'adore le goût naturel du matcha. Donc, disons que le côté agrémenté avec, enfin, sous la forme d'un latte, c'est plus pour le côté mousse. Enfin, ce côté un peu régressif de manger de la mousse, mais sinon, mais sinon, sur le plan vraiment gustatif, je trouve que finalement, et je le vois avec ma fille, par exemple, quand elle va chercher un matcha latte quelque part, je me dis, mais en fait, on a juste la couleur, mais en termes de goût, on n'a plus du tout le goût du matcha, en fait, tellement la quantité de lait ajouté est importante. Donc, voilà, en général, ce que je bois. Et après, alors moi, je suis assez sensible malgré tout, au côté stimulant du thé. Ça veut dire que si je bois du thé après 15 heures, je vais le sentir finalement sur mon sommeil et mon endormissement. Donc en général, à partir de 15 heures, j'arrête de boire du thé, surtout le matcha. Je sais que moi, je suis toujours impressionnée de voir des personnes qui commandent un matcha à 18 heures. Je dis pas que c'est pas bien, mais moi, à titre personnel, je prends un matcha à 18 heures. À minuit, je suis j'ai les yeux grands ouverts et je suis incapable de trouver le sommeil. Donc je sais qu'il faut que je fasse attention. C'est un peu moins le cas avec tout ce qui est sencha, etc. Mais donc j'essaye de me mettre cette règle qu'à partir de 15 heures, je ne bois plus de thé. Et ensuite l'après-midi, j'aime bien l'eau. En fait, boire de l'eau est quelque chose qui me plaît. Mais à certains moments, je peux rajouter parfois donc soit la préparer en infusion ou alors rajouter un tout petit peu d'eau florale de rose ou d'eau florale de menthe poivrée ou d'eau florale de camomille dedans, ce qui voilà agrémente un peu l'eau, lui donne un petit goût, mais va commencer à permettre finalement de ne pas avoir un boost d'énergie que je vais avoir du mal à gérer après au moment d'aller me coucher. Ah ouais, c'est intéressant à savoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, donc, les horaires et les horaires. Donc, je demande à personne qui participe à ce live si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions pour la partie questions. S'il n'y a pas de questions, donc on peut clôturer ce live et puis alors je regarde s'il y a des questions. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Tu le mettras en replay, Naomi, de toute façon. Oui, c'est ça. Donc, si quelqu'un qui a des questions, n'hésitez pas à nous commenter, justement. Et puis, merci à toutes les deux pour, présence et vos précieux conseils. Mais merci pour l'invitation et vraiment, je le redis, tes thés sont absolument exceptionnels, vraiment. Donc, merci beaucoup. Pour celles et ceux qui voulaient découvrir déjà cette expérience, et je vous invite à découvrir ma sélection de thé. Et aujourd'hui, j'ai préparé le code de promo exclusif. C'est Shobi Yoga Glow 10. Donc, j'ai tout mixé comme ça. Shobi Yoga Glow 10. Voilà. Vous pouvez bénéficier moins 10% sur mon site internet si quelqu'un qui voulait essayer justement. Voilà, donc merci encore pour vos présences et voilà. Merci Sylvie, c'est vraiment très agréable de parler. Oui, absolument. Le plaisir c'est tout partagé. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt.